What's up YouTube, c'est Yo Coralie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue surtout dans cette nouvelle série de vidéos que je suis hyper ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Série de vidéos dans laquelle je vais vous parler de Lost Media, du lore de l'histoire, de plein de petits trucs comme ça, de culture internet, de dessins animés, de jeux vidéo. Alors déjà premièrement, je remercie Healer9848, Hugo Undercover c'est validé. Ça sera le nom de cette série de vidéos, je trouve que ça sonne hyper bien. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, installez-vous tranquillement, prenez-vous une petite boisson. C'est Dodo qui m'a forcé à acheter une boisson Sailor Mars, vu qu'aujourd'hui je parle notamment de Sailor Moon, il m'a dit oui, tu la montreras dans ta vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des pilotes un petit peu cachés de séries qu'on connaît aujourd'hui, donc Sailor Moon, les Winx, Hannah Montana, qui ont été des Lost Media, qui ont été retrouvés, voire partiellement retrouvés, comme ça ce sera pas trop frustrant. On va partir tous de la même base, parce que je pense que la plupart d'entre vous savent ce que ça veut dire, peut-être pas tout le monde. Donc avant qu'on passe au cœur de la vidéo, je vais juste vous lire une définition de Lost Media. J'ai trouvé que la définition qui était sur Wikipédia, écoutez, c'est très simple et très complète. Le Lost Media, donc en français évidemment, média perdu, est un terme générique décrivant des œuvres ou productions médiatiques manquantes, disparues ou indisponibles pour le grand public. Le terme englobe principalement les médias visuels, audio et audiovisuels, tels que les films, les émissions de télévision, la radio, la musique, les jeux vidéo. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus simple comme définition. Bref, on est parti pour cette vidéo. Je fais ça dans l'ordre chronologique, donc on va commencer par Sailor Moon, et franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je pense pas que j'ai besoin de vous présenter ce qui est Sailor Moon ou qu'est-ce que c'est Sailor Moon, tant c'est emblématique et culte. Tant ça a révolutionné l'univers des Magical Girls dans les années 90. Le manga Sailor Moon a été créé en 1991 par Naoko Takeuchi. Le manga d'ailleurs s'appelle pas juste Sailor Moon, c'est Pretty Guardian Sailor Moon. Série de livres dans laquelle on suit les aventures de l'héroïne du même nom, une collégienne qui se transforme en gardienne guerrière pour combattre les forces du mal et accessoirement sauver le monde. Jusque là je pense que tout le monde suit. À sa sortie le manga est un énorme succès au Japon et qu'est-ce qui se passe quand un manga fonctionne bien? Bah il y a une version animée. Donc c'est la Toei, une société de production en fait d'animé, qui en 1992 adapte Sailor Moon du coup en animé japonais. La série va s'exporter petit à petit à l'international et la France est le premier pays en dehors du Japon à diffuser sa version de Sailor Moon, donc avec une traduction française plus ou moins juste. Faites pas de mal! C'est leur moche. En 1993, l'anime est traduit en français, diffusé sur TF1. Il y a pas mal de censure quand même, mais le support dans tous les cas, l'anime reste le même. La même année aux États-Unis, toujours pas de doublage en anglais, on sait pas pourquoi, mais il y a une communauté de fans qui est déjà présente. Et qu'est-ce qui se passe? Bah on fait des VHS avec des doublages fan-made, des petites contrefaçons comme ça qui circulent. Après il y a eu certains doublages de Sailor Moon en Europe, en Amérique latine, mais les États-Unis, vous allez voir, ça arrivait beaucoup plus tard en fait. La version anglaise est arrivée beaucoup plus tard que chez nous. Donc la Toei, ceux qui ont produit la version animée de Sailor Moon, et Bandai, le fabricant de jouets, je pense que je vous les présente pas, c'est ceux qui ont créé le Tamagotchi, ils se rendent compte que il y a de la thune à se faire. Ils comprennent que Sailor Moon sur le marché américain, ça peut que cartonner, il y a déjà une communauté, il y a du merchandising, il y a des jouets Sailor Moon à vendre, donc ça les intéresse. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de tout simplement doubler la série en anglais, ce qui a été fait partout, quasiment dans le monde, ce qui logiquement est moins cher à produire et surtout plus rapide, ils décident de pas faire ça, mais de partir sur une toute nouvelle version, complètement adaptée à la culture américaine. Faut savoir qu'à ce moment-là, je vous dis, l'anime n'a pas été doublé en anglais, mais les mangas non plus. Donc il y a vraiment pas grand-chose sur Sailor Moon, il y a que des trucs fan-made, des contrefaçons, des trucs qui circulent, mais il y a rien d'officiel en fait. À cette même époque, il y a la version américaine des Power Rangers qui cartonne, c'est produit par Saban Entertainment. Et en fait, la version américaine de Power Rangers, ça personnellement je ne le savais pas du tout, ils ont récupéré les épisodes de la version japonaise, ils sont juste chiants, franchement, à toujours vouloir faire des adaptations. Ils ont modifié tous les passages vidéo où les Power Rangers, on les voyait sans leur casque, où on voyait vraiment leur visage. Donc en fait, ils gardaient la base du live action japonais, les scènes de combat, etc., où ils sont en outfit de Power Rangers, et ils refilment tout le reste avec des nouveaux acteurs. Ils ont voulu faire une nouvelle version adaptée sans avoir non plus à tout refilmer parce que bah, forcément ça revient effectivement plus cher de refilmer tous les plans plutôt que de refilmer 2-3 plans où on voit juste les visages. La version américaine de Sailor Moon, elle est confiée à Renaissance Atlantic Entertainment. Et en fait, eux ils ont bossé avec Saban Entertainment sur la plupart des remakes américains live action des Power Rangers. Donc le remake de Sailor Moon est confié à Renaissance et également à Toon Makers. C'est un studio d'animation. Contrairement aux Power Rangers où on gardait une partie de la série japonaise, là les sociétés de production pour Sailor Moon décident de repartir de zéro. Et je vous ai parlé de deux sociétés, Renaissance et Toon Makers, et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont combiner leurs connaissances. Renaissance fait des live action, Toon Makers fait des animations. Donc ils décident de créer une série hybride, mi-animation, mi-live action. On en est vraiment aux prémices de la série et l'adaptation elle est nommée Projet Y. On avance un petit peu dans le temps, 2 ans plus tard. On se retrouve à la convention Anime Expo à Los Angeles et il y a un invité à cette convention qui s'appelle Alan Hastings qui est un des créateurs du logiciel, alors que je me trompe pas, Lightwave 3D, qui apparemment aurait été utilisé pour la série américaine, sauf qu'après ça a été démenti par d'autres membres de la production, donc mais peu importe, ils diffusent en fait un extrait de la série Sailor Moon américaine, qui a été produite
quelques années en arrière, dont personne ne connaissait l'existence. Il diffuse un petit extrait vidéo, c'est un espèce de clip en fait avec une musique. Les gens dans la salle sont morts de rire. Vous allez voir juste après de quoi il s'agit, je pense que vous allez rigoler aussi, en vrai c'est mignon. Hein. Et par chance, on est en 1995, mais il y a quand même un gars avec son caméscope qui se dit « il faut filmer ». Bon, la qualité est pas incroyable, mais pendant très longtemps, on n'a pas eu d'autres médias en fait que cet extrait filmé au caméscope. C'est à partir de là que les gens ont découvert l'existence du remake américain de Sailor Moon, qui a été surnommé Saban Moon, sauf qu'en fait Saban n'a pas du tout bossé sur ce projet, c'est Renaissance dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Bon, c'est purement anecdotique, mais si jamais vous voulez plus d'infos sur ce dont je parle, faut vraiment taper Saban Moon, sinon vous trouverez pas. Les gens l'ont surnommé comme ça sur internet, sur les forums, sur Reddit, partout. On parle de Saban Moon, mais on a zéro autre info que un gars qui filme un écran en 95. American version of Sailor Moon. The reason I was involved is that one of the ideas was to actually use Lightwave for computer-generated backgrounds, and possibly for some vehicles as well. There's some very nice designs. Ensuite, quand YouTube a été créé, il y a des gens qui ont reposté cet extrait qui tournait déjà pas mal. Tout le monde voulait en savoir plus, mais qu'est-ce que c'est? Les gens sont morts de rire, les gens s'en moquaient à mort sur internet. Parce que c'est vrai que c'est assez... c'est kitsch, c'est mignon, mais forcément en comparaison avec la vraie série Sailor Moon qui a été adaptée et qui a ensuite été doublée en anglais. Parce que forcément, si je vous parle de ça, c'est que c'est un pilote, c'est un projet qui a été avorté. Forcément, en comparaison, c'est hyper différent. Alors, on avance encore dans le temps, 17 ans plus tard. Faut dire que vraiment, pendant très longtemps, il n'y avait aucune info. En 2012, il y a un ancien employé de chez Toonmaker, donc ceux qui s'occupaient de la partie animation, qui a arrêté, et il s'avère qu'il louait un casier de rangement en fait en Californie, et le contenu de ce casier est vidé et vendu aux enchères. Et là dans ce casier on trouve des scripts, des concept art qui sont publiés sur internet. Ça alimente encore plus le mystère derrière Saban Moon. C'est un lost media qui est hyper prisé, hyper recherché, et on n'a pas grand chose si ce n'est un extrait vidéo et puis un script. Intervient une personne très importante et franchement elle a fait un travail monstrueux, et je vous invite très fortement, si jamais vous avez le courage, parce que c'est vrai que ça dure plus de 3 heures, d'aller voir son travail de recherche qui est absolument incroyable. L'année dernière on a la youtubeuse Raymona qui poste un documentaire en 2 parties qui s'appelle Tales of the Lost, The Western World of Sailor Moon, où elle nous explique sa quête du pilote américain perdu. Énormément de recherches et de pistes infructueuses, c'est un truc hyper vieux quoi, donc les gens ont oublié, les gens machin, les gens répondent pas. Elle finit quand même par avoir le contact de 2 personnes qui ont bossé sur le projet, notamment Rookie Solotov et Steven Wilsbach, qui eux à l'époque avaient bossé chez Toonmakers sur le projet. Ils avaient notamment bossé sur le casting, ils avaient bossé sur l'animation, ils étaient là les 3 jours de tournage du pilote, donc ils donnent quelques informations. Là il lui explique que le pilote de Saban Moon, en fait c'est un épisode de 17 minutes qui a été réduit à 10 minutes, donc qui est mi-live action, mi-animation. Faut savoir que la société de production Toei leur a donné un très petit budget pour ce pilote. Ça se ressent beaucoup dans l'animation, vous allez voir après, je préviens. Sauf que Raymona, sa question c'est est-ce que vous avez le pilote en fait? Malheureusement il lui explique que bah déjà, de 1 ils ne l'ont pas, et quand bien même ils l'auraient, bah en fait ils ont pas du tout les droits quoi. C'est Bandai et la Toei qui ont les droits. Après énormément de portes fermées, et grâce à ses abonnés, elle retrouve la trace de Saban Moon, donc qui est recherché depuis plus de 20 ans, tout simplement à la bibliothèque du Congrès, en fait, qui recense tous les copyrights, tous les droits d'auteur, toutes les œuvres déposées aux États-Unis. Et c'est comme ça en fait qu'elle arrive à retrouver la trace de ce pilote. Sauf que bah, il lui faut l'accord de Bandai pour pouvoir le voir et pour pouvoir le diffuser. C'est Frank Ward, qui était anciennement le patron de chez Renaissance Atlantic Entertainment, puis de chez Bandai, qui lui donne l'autorisation. Vous allez voir, on reparle un petit peu de lui après parce qu'il a voulu tenter encore un autre truc. Saban Moon, ça avait pas suffi. Et là, ça y est, enfin, on découvre ce qu'aurait pu être la version américaine de Sailor Moon, qui d'ailleurs, je suis sûre, aurait été exportée chez nous en France. Donc c'est vraiment une sitcom assez mimes, assez cheap, mais c'est mignon. Donc on y retrouve les personnages principaux qui sont dans l'animé. Sailor Moon, Mercury, Vénus, Mars, Jupiter, le chat Luna, la méchante reine. Et ce qui est intéressant en fait dans cet épisode, c'est que la partie animation, c'est quand les personnages sont en Sailor en fait, quand elles sont dans l'espace, quand elles sont transformées. Et la partie live action, c'est quand elles sont lycéennes. En soi, honnêtement, je trouve que le concept était pas si bête. Le fait de faire la partie dans l'espace un peu magique, sous forme de dessin animé,
au moins ça évite les fonds verts et les effets spéciaux dégueulasses. Contrairement à la version japonaise, là on a un casting qui est hyper varié, puisque effectivement les États-Unis c'est multiculturel par rapport au Japon qui est beaucoup plus fermé. Donc il y a Sailor Moon qui est blonde mais caucasienne, alors que dans la version japonaise, elles sont toutes japonaises. Je trouve qu'elle fait un petit peu cliché, genre American Sweetheart, tu vois. Vraiment la blonde, parfaite petite américaine, très cliché. On a Sailor Mercury donc qui est rousse et qui est en fauteuil roulant, Sailor Venus qui est latina, Sailor Jupiter qui est noire, et il y a juste Sailor Mars du coup qui est asiatique comme dans la version originale. La partie live action de l'histoire qui semble être filmée dans un lycée, une sorte d'internat pour filles, ça a été tourné en fait au même endroit où la série Sauvée par le Gong a été tournée, et également par la suite, je vous en parle parce qu'on en reparlera dans la troisième partie, la série Phénomène Raven utilisait ces décors aussi. La série du coup Saban Moon, qui officiellement s'appelait Sailor Moon, devait être tournée en 1994, sauf que faute de budget, finalement la Toei et Bandai ils font marche arrière, c'est pas la peine, on va doubler la version japonaise, ça coûtera beaucoup moins cher. Par contre, même si le projet a été complètement avorté, il y a quelques traces qui ont subsisté, notamment le logo de la version américaine de Sailor Moon, je parle bien de l'animé, il est différent de la version qu'on a en France et de la version qu'il y a au Japon. Ils ont gardé le logo qui avait été créé pour la version américaine, et il y a également des jouets qui étaient déjà entrés en production en fait avant que la série soit abandonnée et qu'on repasse à la série japonaise, et qui ont quand même été commercialisés, même si c'était en lien avec la série américaine et il n'y avait aucun lien avec la série japonaise. En fait, dans Saban Moon, les Sailor, quand elles sont dans l'espace, elles se déplacent en Sky Flyers. C'est des espèces de bateaux à voile, donc qui fait référence au fait qu'elles soient Sailor, donc marine. Au Japon, Sailor Moon s'appelle comme ça parce qu'elle porte un Sailor Fuku, l'uniforme japonais, sauf que dans la culture américaine, Sailor Fuku, ça parle à personne. Donc ils ont repris Sailor de marin et ils les ont faites un peu en mode marine, elles voguent dans le vent de l'espace quoi. Les Sky Flyers, les bateaux à voile, ils sont pas du tout présents dans la version japonaise, et pourtant ils ont quand même été commercialisés. Bandai a décidé de vendre des jouets en rapport avec une série qui n'existait plus. Rien à faire. Sailor Moon was surrounded by her closest friends, the Princess Warriors. Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Venus, and Sailor Jupiter. Oh, Darien, I've so looked forward to this day. At last we will be together. My dark minions, bring me the jewels of power. We must stop them. Escape into the vortex. There you can hide in a different dimension. Beryl cannot follow. To the vortex and beyond oblivion! Oh, Luna. Home seems so far away now. Can I buy you lipstick? What? Sure. Where are you going? Don't tell me you forgot. Whoa! There goes one of my 9 lives. Tan! Looks like an angel flying higher than a bird. Sailor, Sailor Moon. She's got a life in the sky and another here on earth. Sailor, Sailor Moon. Luna, what's wrong? Queen Beryl is attacking the people of planet Jupiter. They need your help. Jupiter! Sailor Mercury! Sailor Mars! Sailor Venus! Vous avez vu à quoi ça ressemblait? Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez voir l'épisode complet. Je vous invite à le regarder parce que franchement c'est assez drôle. On va pas se mentir, la qualité elle est pas incroyable. Hein. Mais je trouve que ça reste franchement mignon. Bon évidemment on peut se poser la question de pourquoi les Américains veulent toujours faire des remakes alors qu'il n'y a pas besoin d'en faire. Mais sachez que c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que le monsieur Frank Ward, il avait tenté de faire un autre remake. Il y a vraiment eu un forcing. Hein. Honnêtement je trouve que là par contre la ressemblance par rapport à Sailor Moon, un petit peu tiré par les cheveux, voilà, mais c'est lui dans une interview qui a décidé de montrer la cassette d'une série qui s'appelait Team Angel, où là c'était pas des Sailor, mais c'était des anges effectivement, où en fait l'histoire c'est 4 anges qui viennent sur la Terre sauver les humains. Voilà, on sait pas vraiment s'il y a eu un pilote entier ou s'il y a juste eu vraiment un petit extrait qui a été filmé, mais ça a été fait en 98, ça a été avorté comme Saban Moon parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a la série originale, c'est bon. Et à savoir aussi, vraiment les remakes ne s'arrêtent jamais, je suis désolée. En 2006, ça aurait pu arriver. En vrai,
j'aurais adoré je pense. Il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir une adaptation en film, live action, avec Lindsay Lohan dans le rôle principal. 2006, Lindsay Lohan. Je pense qu'on aurait tous kiffé. Je vais terminer ce passage sur Sailor Moon en parlant du vrai officiel remake, réadaptation de Sailor Moon en live action, parce que ça existe, mais ça n'a pas été fait par les Américains, ça a été fait au Japon. C'est une série qui a duré une saison, ça a été diffusé en 2003, donc ça s'appelle Pretty Guardian Sailor Moon, ça reprend le nom du manga originel, et elle suit plutôt fidèlement l'histoire du manga. Il me semble que ça s'en écarte un petit peu vers la fin. Honnêtement, j'étais tombée dessus il y a genre hyper longtemps, il y a peut-être 10 ans sur YouTube. J'avais regardé peut-être les 3-4 premiers épisodes, c'est pas une série non plus où il y a eu énormément de budget. Les effets spéciaux peuvent prêter à sourire, les perruques, les costumes et tout, parce que très honnêtement si je vous montre des extraits vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais c'est une série qui a globalement été vachement appréciée et qui était plutôt proche, même si j'ai pas vu la série en entier, je vous dis j'ai regardé que les 3 premiers épisodes, mais il y a super longtemps. J'ai un plaisir coupable, mais quand c'est kitsch comme ça, j'adore. Je vous invite à aller regarder un épisode aussi pour vous faire une idée. Je vous invite à aller regarder beaucoup de choses après cette vidéo, je pense que plein de trucs à regarder. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a vraiment eu un live action, qui a vraiment existé, mais ça n'avait rien à voir avec le Saban Moon, qui n'a jamais vu le jour, quoi. Si tu le veux, demain tu peux. J'espère que vous m'avez pas laissé toute seule et que vous avez chanté la suite, sinon vous pouvez fermer cette vidéo s'il vous plaît, merci. Bon pareil, Winx Club quand même. Et c'est un animé culte également, mais cette fois-ci des années 2000. C'est une série italienne créée par, j'espère que je prononce bien, Igino Straffi. J'essaie de rentabiliser mes 4 ans d'italien. Série qui a été diffusée à partir du 27 janvier 2004 en Italie, et puis ça a suivi peu de temps après chez nous en France, le 11 février 2004, bon bah 2 semaines après quoi. Je vais vous expliquer la genèse du projet Winx Club, parce qu'à mon avis il y a des choses que vous n'aviez jamais vues, et dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Donc notre ami Igino Straffi, en 1995, il crée sa boîte de production d'animation qui s'appelle Rainbow, avec 2 de ses collaborateurs. Leur premier projet original, ça s'appelle Tommy et Oscar. Ils créent un petit jeu pour ordinateur, un CD-ROM, oui on est vieux, qui ensuite a été adapté en série en 99. J'ai pas beaucoup d'informations sur ça parce que ça n'a pas été adapté en français. J'ai l'impression que le jeu a peut-être été commercialisé en France. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ça, honnêtement. Tommy et Oscar, je pense que ça parle pas à grand monde. C'est les histoires en fait d'un petit garçon et son pote l'alien. Et je vous le mentionne parce qu'en fait, j'ai regardé quelques extraits. Ça a été traduit par contre en anglais. Et dans les personnages principaux, il y a un personnage féminin qui, je trouve, ressemble à un mélange de Musa et Dora. Donc est-ce que c'était pas un petit peu le prémisse de la Musa qu'on a eu bien plus tard? Peut-être. En tout cas, le look est un petit peu ressemblant quand même. La série Winx Club qu'on connaît, elle est apparue en 2004, sauf qu'en fait, le projet, il remonte plusieurs années en arrière. Ça a commencé 5 ans plus tôt, en 1999. Donc juste après la sortie de leur dessin animé Tommy Oscar. Igino Straffi déplore le manque de personnages féminins dans les dessins animés, parce que là, fin des années 90, c'était Digimon, Pokémon, Sailor Moon, c'était déjà un petit peu passé. Et c'était plutôt des personnages masculins qui étaient mis en avant. Donc il veut créer une série avec des filles, orientée vers un public féminin. Donc il veut créer une série avec un groupe de filles assez moderne et ancré dans son époque en fait. Dans une école de fées, qui serait rivale avec des sorcières d'une école de sorcières, jusque là tout va bien. Un petit peu inspiré à Harry Potter, petite parenthèse, mais je me suis refait toutes les saisons 1 des séries dont je vous parle, et je suis pas hyper fan d'Harry Potter, mais de m'être refait la saison 1 de Winx, on sent un petit peu l'inspiration Harry Potter. Bref, fin de la parenthèse. Donc la série montrera le passage de l'adolescence à l'âge adulte, des personnages en mode Magical Girl, inspiré de Sailor Moon. Ne serait-ce qu'au niveau des scènes de transformation, je pense que personne ne niera l'inspiration. La première version de la série ne s'appelle pas Winx, elle est nommée Magic Bloom. Donc ceux qui se plaignent de Bloom, qui ont quoi, elle est trop mise en avant, comme quoi le personnage principal a... De base, même le nom, c'était juste sa série, hein. Vraiment on s'en fout des autres. Le pilote est produit pendant 12 mois, et pendant la production, il y a la chaîne Rai, donc c'est la chaîne principale, le TF1 italien en gros, avec sa filiale Rai Fiction, qui s'intéresse au projet en fait, propose de prendre en charge 25% des coûts de production, en échange de, bien sûr, pouvoir diffuser la série sur leur chaîne,
et aussi d'avoir un petit bénéfice, d'avoir un petit pourcentage du coup sur les bénéfices. La série Magic Bloom, elle a pour personnages principaux 5 fées, je pense que ça vous étonne pas, mais les noms pour certaines étaient assez différents de ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a Bloom qui s'appelle toujours Bloom, Flora, on a le personnage de Sacha, qu'on connaît nous sous le nom de Stella. Il y a Lisa qui ensuite a été renommée Mélodie, qui ensuite a été renommée Musa, on la connaît comme ça. Et il y a le personnage de Tina qui a été renommée en Tekna. Et du coup Tina/Tekna, elle avait pour particularité de pas être juste une fée, en fait elle était mi-fée, mi-robot, une espèce de cyborg un petit peu. Alors également dans la série, les fées en fait elles sont plus jeunes que l'âge qu'elles ont dans les Wings. Normalement dans les Wings, première saison, elles ont 16 ans. Là, à cette période-là, elles devaient avoir entre 12 et 13 ans parce qu'en fait il y avait un public beaucoup plus jeune qui était visé, Rainbow visait les 4-5 ans à peu près. Donc c'était vraiment une série vraiment pour les petits quoi. Maintenant ce qui change le plus vraiment c'est leur apparence, qui pour certaines ont complètement changé. Je vais vous mettre des visuels par contre, c'est plus ou moins flou. Je vous mets également les concept art, leurs tenues elles sont totalement différentes. On voit que c'est vraiment des fées traditionnelles, vraiment le folklore européen des fées traditionnelles quoi, à l'ancienne. C'est vraiment pas les fées modernes comme on a eu après avec les Méluges à Papaya et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. La plus différente c'est vraiment Lisa/Mélodie/ après Musa, vous avez suivi. Donc elle a un carré qui remonte un petit peu vert, les yeux verts, et puis son outfit, elle a une espèce de baguette, pareil avec la veste un petit peu en queue de pied à l'arrière qui fait vachement penser à un chef d'orchestre. Je suis pas hyper fan honnêtement du look, mais bon, on en reparlera après. C'est elle la plus différente. Il y a également Flora qui a les cheveux violets, et sa jupe, dans la version qu'on a eue, ça ressemble à une pétale, là ça ressemble plus à une espèce de grosse fleur, et puis quand elle n'est pas en fée, en fait elle a une grosse paire de lunettes de vue. Je la trouve plutôt mimi, Flora, en vrai, avec les cheveux violets. Alors selon les illustrations officielles, je parle, hein, parfois elle a une tenue rose, parfois elle a une tenue beige. Est-ce que la tenue beige c'est juste une omission, genre ça a pas été, c'est pas un concept art qui a été terminé, je ne sais pas. Ça a été pas mal repris sur certains fanarts, mais on ne sait pas si c'est Rainbow qui avait décidé que Flora avait une robe vraiment beige, sans couleur on va dire, ou si elle était rose à l'origine, mais bon, c'était une omission quoi. Pour ce qui est de Bloom, Sacha, Stella et Tina/Tekna, c'est grosso modo le même style, on reconnaît les coupes de cheveux etc, mais les tenues sont pas du tout pareilles, vraiment plus traditionnelles, plus sobres quoi. Donc le pilote de Magic Bloom, il est validé par la RAI qui attend qu'une seule chose, c'est que Rainbow se dépêche pour faire une saison pour qu'il puisse diffuser, sauf que Gino Straffi il est pas du tout satisfait de ce qui a été fait. Il trouve au final que le pilote est trop fade, et alors je cite, il trouvait que le pilote ressemblait trop à un animé japonais. J'ai pas trop l'impression honnêtement, enfin bon, si il le dit. Il y a une projection test du pilote qui a été effectuée en 2002, et les avis du public vont globalement dans ce sens. Les gens aiment bien le concept d'avoir une série sur un groupe de filles, des fées et tout. Le concept plaît, mais les gens déplorent vraiment le manque de couleurs, les tenues vraiment un peu vieillottes, assez ternes quoi. Malgré le coût de production quand même du pilote de 100 000 €, Gino Straffi dit non c'est pas la peine, on sort pas ça, on fait pas la saison, c'est pas la peine, on abandonne. On le risque du coup d'abandonner le projet. Je vous ai parlé de Magic Bloom, mais pareil ça a été pendant pas mal de temps un lost media. Et en fait en 2018 c'est à la convention Lucas Comics and Games, il y a des extraits des transformations en fées et des extraits du générique qui ont été diffusés. C'est assez drôle parce que comme pour Saban Moon au final, c'est des gens qui ont filmé, bon là avec leur téléphone donc la qualité elle est un peu meilleure mais bon c'est pas incroyable quoi, les gens ont filmé. Dans la convention il y avait une petite partie expo pour les 15 ans justement de Wings et ils voulaient montrer les prémices du projet en fait, donc Magic Bloom. A fairy? C'est pas terminé parce que vous savez bien que la série existe, il y a eu une fin positive quand même à tout ça. Suite à l'abandon du projet Magic Bloom, Gino Straffi part sur un nouveau projet en gardant bien évidemment les bases, mais cette fois-ci, il s'entoure en fait de stylistes et de créateurs de mode pour que visuellement les tenues ça pète quoi. Et c'est à partir de là que sont créées les tenues iconiques des 2 premières saisons. Après il y a eu trop de transformations, moi j'ai pas suivi. Hein. Vraiment les premières tenues iconiques des premières saisons, avec leurs grandes bottes, leurs plateformes, et ce que j'ai toujours trouvé magnifique en étant petite, c'est l'effet pailleté vraiment sur les tenues qui étaient absolument sublimes. Honnêtement, à pas se mentir, je pense que l'esthétique
Et le look des Winx a énormément participé au fait que ce soit aussi populaire et que ce soit aussi culte et emblématique même aujourd'hui. Également les personnages sont modifiés, on arrive sur les noms des personnages qu'on a aujourd'hui, et puis pour que ce soit plus pop, plus moderne, plus actuel, en fait ils essayent de s'inspirer de stars des années 2000. Donc notamment Bloom, elle était inspirée par Britney Spears, Stella est inspirée par Cameron Diaz, Flora par Jennifer Lopez, Musa par Lucy Liu et Tekna inspirée par Pink. Et puis après dans la saison 2 quand il y a eu Layla était inspirée du coup de Beyoncé. À partir de ce moment-là en fait, la série ne s'appelle pas encore tout à fait Winx, puisque en 2003, donc avant la diffusion officielle, sur le site de Rainbow, on voit une affiche en fait promotionnelle, et le logo et le nom de la série est un petit peu différent puisque la série s'appelle Winx Just Fairies. Je vous mets une photo du logo, c'est pas le logo qu'on a eu après, voilà. Mais par contre les looks, l'esthétique c'est le même que dans la série finale qu'on a eu, mais par contre pour ce qui est des teasers qui ont été diffusés à la télé ou sur des VHS, des DVD etc. en Italie, au tout début ils ont également utilisé le nom et le logo Winx Just Fairies. Il y a certains passages qui étaient dans les teasers qui n'ont jamais été retrouvés dans la série finale. On peut supposer en fait que les teasers ont été diffusés avant que la série, que la saison 1 soit totalement terminée et que peut-être ils ont utilisé en fait des extraits de scènes qui n'ont pas été gardés dans la série de base. Je vous le mentionne quand même parce qu'en fait il y a une petite confusion par rapport à ça. Magic Bloom dont je vous ai parlé juste avant, c'est l'ancienne esthétique. Du Winx Just Fairies en fait c'est le nom qu'il y a eu juste avant la série qu'on a eu. Il y a une petite confusion sur internet, des fois si jamais vous cherchez l'esthétique de Magic Bloom, vous tapez Winx Just Fairies et vous les avez en fait. Voilà, il y a des gens qui font des fanarts de l'ancienne version avec ce titre là. Au final du coup la série a été diffusée en 2004 sous le nom de Winx. Winx venant des wings, les ailes en anglais, voilà avec un X tout simplement. Et puis bah, c'est devenu culte quoi. Et c'est vraiment l'esthétique je pense qui a énormément joué au fait que ce soit autant resté quoi. Heureusement j'ai envie de dire que le créateur a suivi son instinct et s'est dit non, j'aime pas, c'est pas beau, on recommence quoi. Parce que je sais pas si ça aurait eu autant de succès avec les visuels qui étaient prévus de base quoi. Je suis Hannah Montana. Je me suis vraiment pas coiffée aujourd'hui pour pouvoir faire ce happening très nul, voilà. Et oui, grâce à sa perruque et sa double identité, Miley a le meilleur des deux mondes. La série Hannah Montana, c'est clairement une des séries Disney Channel qui a rapporté le plus de thunes à Disney. Ne serait-ce qu'au niveau du merchandising. On avait les poupées, on avait les t-shirts, on avait les cahiers de texte, on avait les serviettes de plage, on avait les culottes, on avait les brosses à dents, il y avait absolument tout, n'importe quel objet qui puisse exister. Il y avait une étoile violette dessus et c'était écrit Hannah Montana. Vraiment l'époque où les Disney Store étaient remplis de merch et d'objets de licence Disney Channel, que ce soit High School Musical, que ce soit Les Sorciers d'Overly Place, que ce soit... Oh, ça me manque. RIP les Disney Store en France, RIP. La diffusion de la série avait commencé aux États-Unis le 24 mars 2006 et en France c'était le 3 octobre 2006. Hey, I'm Miley Cyrus from Hannah Montana and you're watching Disney Channel. On va revenir sur la jeunesse du projet aussi parce que là, je savais qu'il y avait un espèce de pilote perdu, mais j'ai pas été au bout de mes surprises. J'ai découvert vraiment plein d'autres trucs, j'étais ravie. Avant de parler d'Hannah Montana en fait, on va parler de ma série Disney Channel préférée, je suis désolée, Phénomène Raven. Pourquoi je vous parle de Phénomène Raven? En fait la série a commencé à être diffusée en 2003 donc sur Disney Channel, et c'est à partir de 2004 que Disney commence à avoir l'idée de faire une série sur une lycéenne voire collégienne qui mène une double vie de star. Et ils ont tenté d'introduire ça dans Phénomène Raven. Vous allez voir, vraiment l'histoire est ouf. Déjà il faut savoir que Phénomène Raven ça a été un tel succès que c'est une des premières séries qui a dépassé la règle des 65 épisodes qui étaient imposés par Disney. En fait toutes les séries qui produisaient, que ce soit des séries live action ou des séries animées, elles ne passaient jamais la barre des 65 épisodes parce qu'en fait ça permettait de renouveler leur catalogue et puis d'être diffusées par période en fait. Et puis du coup ça leur coûtait moins cher. Ce qui fait qu'il y a eu notamment la série Drôle de Frères, puis après il y a eu Lizzie McGuire. Lizzie McGuire il y a eu un impact et un succès phénoménal, mais il n'y a eu que 2 saisons et ça a duré que 65 épisodes pour cette raison là. Phénomène Raven c'est la première série qui dépasse les 65 épisodes imposés par Disney. Pour vous dire le carton que c'est, Disney ne voulait pas lâcher l'affaire. Raven la poule aux œufs d'or. Donc on revient en 2004, il y a la 3e saison de Phénomène Raven qui est en production. Et Disney aimerait bien faire un spin-off de la série Phénomène Raven parce que la série cartonne. Et en fait ils vont tourner ce qui s'appelle un backdoor pilot. Donc c'est un pilote, donc un premier épisode, un épisode test pour une série, qui au lieu d'être une série à part, en fait le pilote va venir s'agripper
dans la série de laquelle va être issu le spin-off. Donc il y a un épisode en fait de la saison 3 de Phénomène Raven, donc c'est le numéro 31, qui s'appelle En route pour Hollywood, qui est le pilote d'une potentielle série, d'un potentiel spin-off de Phénomène Raven. Alors dans cet épisode, je vous fais un bref résumé, mais en fait Cory, donc le petit frère de Raven, il obtient un rôle dans une série qui s'appelle Better Days. Dans cette série, on y voit Alison Stoner. She's really good! Oui, c'est elle. Qui dans l'épisode s'appelle Ali. C'est une enfant star, c'est l'actrice principale de la série Better Days, et dans cette série, elle porte une perruque blonde. Sauf qu'en fait, elle en a un petit peu marre. Elle veut être une écolière, une collégienne comme les autres, du coup elle enlève sa perruque, elle va à l'école avec Cory. C'est exactement la même histoire qu'Hannah Montana, sauf qu'au lieu d'être une chanteuse, c'est une actrice. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et c'est un épisode qui peut surprendre parce qu'en fait, on voit quasiment pas les personnages principaux de la série Phénomène Raven, c'est vraiment centré sur le personnage de Ali. C'était vraiment pour amorcer notre série, un spin-off. Ne manquez pas le prochain épisode de Better Days. Je vais peut-être embrasser un garçon pour la première fois. Moi, recevoir un baiser? Non, d'un petit bonhomme. 5 minutes de pause. Et allez, grouille-toi, on t'attend. Ah oui, dépêche. C'est bon, lâchez-moi, les gars, j'arrive. Je fais ce que je peux. Faut bien qu'il y en ait une qui travaille. Je tourne depuis l'âge de 5 ans, donc tous mes cours, c'est par correspondance. J'ai jamais mis les pieds dans une école normale. Et le temps qui passe n'arrange rien. Écoutez, je veux être une petite fille comme les autres, c'est tout. J'ai tellement de choses à rattraper que je sais pas par où commencer. Je dois faire quoi? M'inscrire dans un club? Me présenter comme déléguée? Donc la série devait s'appeler Better Days, sauf qu'au final, c'est annulé. Mais la trame globale de l'épisode de l'histoire, une collégienne lycéenne qui a une double vie et qui met une perruque, c'est une star, c'est réutilisé par Disney parce qu'ils savent que ça peut très bien marcher. Donc c'est à partir de là qu'est décidée la série qu'on connaît, qui s'appelle Hannah Montana. En fait, Disney préfère faire une série centrée sur une chanteuse plutôt qu'une actrice, parce que, au vu du succès des Cheetah Girls et du film Lizzie McGuire, où il y avait de la musique, ils savent qu'il y a de la thune à se faire sur la vente de CD, les billets de concert, tout ça. Donc ça peut être une autre source de revenus en plus, et ils veulent à tout prix en fait avoir une star, une chanteuse. Le rôle est d'abord proposé à la chanteuse Jojo, puis aussi à Eiji Michalka. Elle a joué dans Les Sœurs Callum, qui est sorti 2 ans plus tard, et puis il y avait sa sœur qui jouait dans Fille du futur. Disney, c'est un truc de fou parce qu'en fait, ils s'entrecroisent tous dans les séries. Elle refuse le rôle, et puis au final, à l'issue du casting, il y a 3 noms qui ressortent. Et alors dites-vous que Hannah Montana aurait pu être très différent. On a Miley Cyrus, Taylor Momsen, oui, et Daniela Monet. À la base, Miley Cyrus, elle est jugée beaucoup trop jeune pour avoir le rôle, et puis à force de s'obstiner, elle est finalement choisie. On prend également son père dans le rôle du papa. Et à savoir également, de base, le personnage ne s'appelait pas Miley Stewart, il s'appelait Zoe Stewart, et après ça a été modifié en Chloé Stewart. Pareil pour le nom d'Hannah Montana, il y a eu plein d'autres noms avant, notamment Alexis Texas, et puis plein de trucs. En fait, c'était un prénom, et puis le nom d'un état, quoi. Donc tu peux en trouver pas mal des noms. C'est-à-dire qu'en gardant le même concept, en France, on aurait pu avoir Cindy Bouches-du-Rhône, ou alors Sandrine Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que le tout premier épisode d'Hannah Montana, il était vachement différent de la suite, surtout au niveau de l'apparence de Miley. Quand Disney Plus est arrivé en France, je me suis refait quelques séries Disney Channel et j'ai tiqué direct en regardant le premier épisode d'Hannah Montana. Pourquoi? Elle n'a rien à voir avec le reste de la série. Le jour du tournage, le nom du personnage est changé, elle s'appelle plus Zoé, elle s'appelle plus Chloé, elle s'appelle Miley, parce que Disney veut calquer Miley Cyrus sur Miley Stewart et inversement. Alors il faut savoir que le pilote il a été filmé 8 mois avant que Disney ne valide la série, ce qui est assez long. Ce qui fait qu'en fait Miley elle est toute petite et on voit vraiment la différence entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Enfin en 8 mois quand t'as 11-12 ans tu grandis vite quoi. Et on voit vraiment la différence, on voit qu'elle est beaucoup plus grande dans le suivant. Et le styling était totalement différent. Oh regardez-moi ça, vous êtes magnifique. Vous allez être sublime pour votre finale. Allez avec moi c'est parti. On y va, gauche, droite, et pouf, en avant. C'est l'artiste Judy Crown qui s'occupe de la partie coiffure, donc elle est coiffeuse et make-up artiste, elle a notamment bossé pas mal sur Les Experts, sur Seinfeld, etc. Disney lui demande, au niveau de la wig, de lui faire une grosse perruque, quoi. Une grosse coiffure. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle propose, et puis au final Disney déteste. Il déteste tellement qu'elle se fait virer, et ils lui disent on va embaucher quelqu'un de plus jeune et de plus moderne, bisous tu prends la porte. Sauf qu'avec cette perruque, en fait ils ont quand même filmé le premier épisode, et puis ils l'ont gardé tel quel. Pas tout, parce qu'en fait il y a des faux raccords. Si vous avez déjà regardé Hannah Montana, vous savez, mais dans la série, il y a des passages, des extraits de concerts, parce que Hannah Montana c'est une chanteuse. Et dans le premier épisode, du coup, il y a notamment des extraits de concerts. Sauf qu'en fait, ces extraits de concerts, on la voit en fait avec le look qu'elle a eu par la suite, c'est-à-dire la perruque blonde, la frange lisse. Et pendant le reste de l'épisode, elle a la wig gonflée là. Sauf qu'il y a bien une partie concert qui a été filmée en même temps que le pilote pour faire valider à Disney, avec la perruque, la perruque maudite là. Et ça a été retrouvé. Alors, autant Disney ont gardé l'épisode parce que bon,
la perruque était pas terrible mais l'épisode passait, autant ils ont fait refilmer les extraits concerts parce que c'est mignon quoi, mais y a pas de public, y a pas de musicien, y a pas de danseur. En fait on dirait une petite fille, comment dire, à la fête de fin d'année de l'école quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas gardé cet extrait sur le premier épisode, ils ont refilmé un vrai concert parce que les extraits de concerts qu'on voit dans la série c'est vraiment des vrais concerts. Alors au tout début ils faisaient venir des enfants qui ne savaient pas ce qu'ils allaient voir parce que Hannah Montana ça n'existait pas encore. Mais il y a vraiment un vrai public quoi. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a des chorégraphies et tout. Alors qu'au début c'était vraiment la pauvre quoi. C'était vraiment pas grand chose quoi. Elle était toute seule sur la scène, bouffée par sa perruque, toute petite. Cet extrait de concert où elle chante This is the life, je pourrais pas mettre le son parce que les droits d'auteur en plus Disney, je fais pas de problème avec vous s'il vous plaît. Ça a été considéré un lost media pendant longtemps. Cet extrait il a été retrouvé en fait sur le site personnel d'un membre de la production qui l'a posté. Sauf que Disney lui a fait supprimer très vite, sauf que dès l'instant que c'est publié sur internet, il y a toujours des gens qui font des sauvegardes. Et du coup ça a été reposté maintes et maintes fois sur YouTube. Le jeune phénomène de 14 ans, Hannah Montana, est en tournée et elle fait un carton. Prochain concert complet demain soir à Los Angeles. Il y a quand même des rumeurs d'un pilote sans Miley Cyrus. Alors après toutes les recherches que j'ai faites, je suppose qu'il s'agit du coup peut-être du pilote de Better Days. En tout cas l'épisode 1 qu'il y a dans Hannah Montana, c'est le pilote sans les versions du concert qui ont été dégagées. Et pour terminer, j'ai trouvé encore un autre petit truc là par contre, je suis désolée, j'aurais rien à vous montrer, c'est un petit peu frustrant mais je trouvais quand même que c'était sympa de le mentionner. Il faut savoir que la Toei, d'accord, ceux qui s'occupent des animés dont on a parlé pour Sailor Moon tout à l'heure, Disney avait été les démarcher en 2009 pour faire un animé japonais, Hannah Montana. Oui, ça n'a jamais eu lieu, malheureusement, mais ça aurait pu être génial. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est un peu comme une Magical Girl, elle a pas de super pouvoir, mais en fait elle a une double identité quoi. C'est un peu comme Sailor Moon, c'est un peu comme les Wings, tu vois, elle se transforme en fait. Donc je vois un petit peu pourquoi un animé japonais. Pourquoi l'animé a été abandonné? On suppose que déjà, 2009, on était vers la fin de la série, donc forcément Hannah Montana ça allait perdre en popularité, et il y avait Miley Cyrus qui essayait déjà de se détacher de son personnage, et bon je vous apprends rien, mais il y a eu quand même pas mal de désaccords, et Disney n'était pas très content de ce que faisait Miley Cyrus pour se détacher de son personnage, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû abandonner le projet. Mais alors pourquoi on en a entendu parler? On a une taupe chez Toei, parce que le projet a jamais été annoncé officiellement, mais alors, attention c'est compliqué, hein. Il y a un employé de la Toei, de la branche aux Philippines, Westside Wisher, je suppose que c'est un pseudo, hein, qui a balancé l'existence de plusieurs projets en cours à la Toei sur un fansite de Dragon Ball. Donc il a dit oui, on bosse sur un projet Dragon Ball, on bosse sur un remake des Digimon, on bosse sur un remake de Hannah Montana. Il a lâché ça sans pression. Alors je vous spoil la fin d'avance, la Toei n'étant pas très contente, il s'est fait virer. Plusieurs dessinateurs qui étaient sur le projet, il y a notamment, et je pense que ça aurait pu être cool, Mio Shimogasa qui a travaillé sur l'animation de l'animé de Sailor Moon et qui a également travaillé sur la version japonaise des Super Nana, je sais pas si vous connaissez, c'est les Powerpuff Girls Z notamment qui étaient pressentis. Et au final c'est un animateur philippin en fait qui a été choisi, et c'est pour ça que du coup Westside Wisher qui est philippin a eu vent de cette information. Voilà, finalement ça a été annulé, on n'a aucune image, je pense qu'on n'en aura jamais. Ce qui est drôle par contre, du coup on peut un peu imaginer, c'est qu'en 2021, je l'ai le parfum en plus, Miley Cyrus a fait la pub pour ce parfum, c'est le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Dans la pub on la voit elle, et puis on voit une partie style animation japonaise. Bien évidemment il n'y a aucun rapport avec la Toei, il n'y a aucun rapport avec l'anime Hannah Montana, mais ça donne un petit peu une idée je trouve de ce que ça aurait pu être. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je n'ai plus de voix. Si jamais vous voulez en savoir plus sur tout ce dont j'ai parlé, en barre d'infos je vous mets le pilote entier de Saban Moon, une vidéo compilation de tous les extraits de Magic Bloom qui ont été divulgués au grand public, et la vidéo du concert avec Miley Cyrus et sa grosse perruque. Également toutes les sources sont en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. J'attends vos retours, j'étais un petit peu stressée donc j'espère que j'ai été... j'espère en tout cas que j'ai été audible et compréhensible pour vous. J'ai essayé en tout cas de me détacher au maximum de mon texte et de ne pas vous lire des phrases parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Je fais un blog et je vous mets tout à l'écrit. J'espère que ce petit concept vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.